Même s'il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas les vidéos jusqu'à la fin, dans la première vidéo sur la BMW, je vous montrais que j'avais acheté un deuxième moteur. Ce moteur, il est réparable, il n'est pas, il n'est pas foutu. C'est rare qu'un moteur soit foutu, à moins qu'il y ait une bielle qui ait traversé le carter. Là, les cylindres, pour rappel, il y a le cylindre, alors je sais plus quel cylindre, mais il y a un cylindre qui est coincé avec le piston dedans. Donc il y aurait des rayures dans le cylindre, changer les pistons. Il faudrait réaliser le bloc. Comme je l'ai déjà dit, ça coûtera environ 300 € pour un 4 cylindres, plus les pistons, plus ça, plus si, le joint de culasse, tout ça, bon, ça sera pareil avec ça parce que je vais le démonter. Et dans tous les cas, ça m'aurait rajouté des frais. J'ai eu l'occasion de trouver ce deuxième moteur qui vient d'une voiture 118D. Donc c'est la même base, mais c'est les périphériques autour qui changent, comme par exemple le turbo, d'autres choses. Le collecteur d'admission, c'est pas le même, tout ça. Moi, je m'en fous, je voulais récupérer que le bloc. Je l'ai payé 200 € plus 40 € de trajet, donc on va dire allez 240 €. C'est même pas le prix du vilebrequin d'occasion, sachant que sur ce moteur, le vilebrequin aussi était foutu. Donc même si je refais ce moteur, il m'aurait fallu un vilebrequin. 240 € c'est le prix du vilebrequin. Donc j'ai pas encore tout vérifié, je l'ai même pas encore déballé. J'aime pas mettre des trucs comme ça dans les trous, mais bon, si, je l'ai acheté comme ça. Donc ça théoriquement, ça peut être bien pour pas qu'il y ait des choses qui rentrent dedans, mais il faut pas oublier de bien y enlever et qu'il n'y ait pas un morceau qui reste à l'intérieur. Bon, ça après, je vérifierai. Je vais déjà commencer un petit peu à tout nettoyer, mais déjà, on peut voir sans le couvre-culasse que les arbres à cam, ils sont pas vraiment très abîmés. J'ai dit dans la première vidéo que la voiture avait 175 000 km. Alors je suis conscient qu'elle en a peut-être pas 175 000. Vous imaginez bien que c'est une vidéo YouTube et j'essaye aussi de vous faire venir sur ma vidéo. Peu importe le kilométrage qu'elle a, le réel, je ne le connais pas. Je sais que sur le compteur, c'était écrit ça. Donc ce moteur-là, dans tous les cas, je savais qu'il était foutu. Et en changeant de moteur, forcément, le kilométrage, ça ne veut plus dire grand-chose. Pour ce cas-là, on m'a dit que le moteur avait 220 000 km, quelque chose comme ça. C'est pas grand chose pour ce genre de moteur, en tout cas je pense pas. Pour vous rappel, la chaîne ici, elle était très détendue, je trouvais, je vous avais montré. Voilà, très détendue. Donc elle n'a pas cassé, hein, mais elle est très détendue. Et là on peut voir sur celle-ci que c'est pas du tout le cas. Elle est très tendue, ça bouge pas du tout. Donc on peut voir certainement que ce moteur, en tout cas au moins la chaîne, a beaucoup moins de kilomètres que celle-ci. Sachant que c'est des moteurs où les chaînes font beaucoup de kilomètres. Donc il pourra peut-être avoir, comme on m'a dit, 220, je crois 220 000 km on m'a dit. Mais bon, peu importe, on s'en fout, je refais tout, donc ça ne voudra plus dire grand-chose. Ensuite, comme j'ai dit, je vais ouvrir ce moteur. Alors, il y en a qui m'ont dit vérifier les compressions, machin, je m'en fous. Moi, je vérifie à l'intérieur, de visuel. Même si ça me coûte un joint de culasse, des vis de culasse, c'est pas grave. S'il faut rectifier la culasse, eh ben, je le ferai, j'ai la machine pour, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et ça me permettra de voir l'état des cylindres, de mesurer les cylindres, mesurer les pistons, mesurer le jeu à la coupe des segments. Si les segments sont bons, je ne vais pas les changer, parce que ça sert à rien de mettre des segments neufs pour qu'ils aient le même jeu à la coupe, ça ne changera rien pour moi. Et en plus, ceux-ci sont déjà rodés, il n'y aura pas de rodage, il n'y aura pas de particules, enfin de micro-particules qui pourront partir dans le carter, qui pourront faire peur, tout ça. Et pour les coussinets, c'est pareil. Bon, les coussinets, j'avoue que ça coûte pas grand-chose, et on verra comment j'en suis, mais il faudra vérifier ça aussi. Si j'en arrive là, que les cylindres sont bons, les pistons sont bons, le vilebrequin est bon, et ben j'aurais déjà gagné pas mal parce que 240 € pour un moteur comme ça, franchement, je trouve que c'est pas cher. C'est pas des moteurs qui sont dont on a souvent besoin, donc ils sont pas souvent cassés. Donc du coup, ben c'est pas des moteurs qui valent très cher, contrairement aux N47 qui sont juste après. Pour rappel, c'est un M47. Donc c'est parti, j'ai bien assez parlé. Je vais ouvrir ce moteur, enlever la chaîne je la changerai, même si visiblement c'était pas nécessaire, mais je la changerai quand même, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Bien sûr, je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo. Le but, c'est qu'on remonte un moteur, que ce soit celui-là ou celui-là, entièrement refait. Donc c'est parti, je commence le démontage et je vous montre un petit peu l'état petit à petit lorsque je le découvre. Bon, j'ai avancé un peu sans vous, vous avez rien loupé, j'ai enlevé le support moteur de ce côté là, donc du coup côté ce côté là. J'ai enlevé le support de filtre à huile, j'ai enlevé un tuyau de pompe à injection. Alors la pompe à injection, théoriquement, ce moteur a eu de la limaille dans l'injection, donc je vais remettre la pompe à injection de l'autre. Mais je vérifierai quand même parce que j'ai pas vu de limaille, mais bon, peut-être que ça se voit pas aussi facilement, je sais pas. Je prendrai pas trop de risques, mais on verra ça un petit peu plus tard. Là, je voudrais démonter la culasse, tout ça, démonter la chaîne. Pour démonter la chaîne, il faudrait, je pense, démonter ces 3 vis. J'ai pas besoin que ça soit calé pour le moment parce que de toute façon, je repartirai de zéro. Pour démonter les 3 vis, il faut que le moteur tourne un peu. Pour que le moteur tourne un peu, je voudrais faire tourner le vilebrequin. Mais sur ce moteur, je l'ai eu comme ça, j'ai pas eu la poulie d'ampère avec la vis centrale. Donc je vais essayer de la récupérer sur l'autre. Apparemment, c'est une vis qui est impossible à démonter ou presque impossible à démonter. J'ai démonté un appareil qui se met là, mais je vais déjà essayer de mettre des gros coups de clé à choc, étant donné que le moteur en plus est à moitié bloqué. Ça pourrait peut-être venir. Je vous mets sur le trépied parce que ça risque d'être intéressant si je casse des outils. Enfin, moi, ça va pas me faire plaisir, mais bon.
On va voir si ça fonctionne. En plus, la poulie dampeur, celle-ci, malgré que le moteur est 800 000 km comme vous me l'avez dit, la poulie n'a pas l'air si pourrie, mais bon, elle commence un petit peu à craquer quand même, donc ça vaudra peut-être le coup de la changer. Allez, c'est parti, j'essaye de démonter au moins cette vis centrale pour pouvoir la mettre sur l'autre et faire tourner le moteur, à voir si j'arrive à la sortir. Bon, je vais déjà faire un premier essai avec la clé à choc pneumatique. Alors celle-ci, elle est donnée pour 1300 et quelques newton-mètres. Bon, je sais pas si ça fait le cas. J'ai une douille de 22 à 6 pans. C'est pas une douille à choc, mais c'est pas grave, on va tenter comme ça. Faire un premier essai en espérant que ça vienne. Allez, c'est parti. Et voilà. Et ben je croyais que c'était hyper dur les vis de M47, qu'est-ce que vous me racontez? Il est où la JD57? Ah ça va, je rigole. Je dis ça parce que vous m'avez beaucoup parlé de lui en commentaire, même si je le connaissais déjà. Enfin pas personnellement, mais j'ai déjà vu ses vidéos et je l'ai déjà croisé chez EMS Motorsport, même si lui à mon avis il s'en souvient pas. Bon, pour serrer au couple à mon avis c'est quand même plus facile d'avoir la clé. Donc j'ai acheté la clé au cas où, mais pour le moment j'en ai pas besoin pour le démontage. Allez c'est parti, je continue de mon côté et puis on voit ce que... l'état de l'autre moteur. Bon, j'avance, mais je vous montre pas. Là, j'ai mis la vis. Donc, le moteur, dans le sens horaire, il bloque là. Donc, si je mets dans l'autre sens, hop là. Donc, on va partir du bas. Et si je le tourne dans l'autre sens, voilà, j'arrive à peine à faire un demi-tour. Donc j'ai tourné le moteur pour voir à quel point je me suis fait douiller. Je vais enlever le carter d'huile et on va voir l'état à l'intérieur. Bon, de toute façon, c'était un peu un coup de poker, hein, on verra bien ce que ça donne. Je démonte le carter, je vous reprends juste après. Ça sert à rien que vous voyez pour enlever les 8000 vis qu'il y a autour. Et on voit les dégâts qu'il y a à l'intérieur. Je viens d'enlever le carter. Ça n'a pas l'air dégueulasse, ça avait déjà été vidangé, mais pas totalement. On peut voir qu'il y a du goudron et pas de limaille au fond, pas de morceaux de coussinet. Donc pour le moment, je vois pas trop ce que ça peut être. Je vais enlever la pompe à huile pour voir un petit peu l'état, un petit peu ce qu'on voit en dessous, en espérant que les cylindres soient bons. J'espère vraiment que les cylindres sont bons, que les pistons sont bons. Ça me permettrait de gagner un petit peu d'argent sur les pièces détachées. Je démonte la pompe, on perd pas de temps et on voit ce qu'il y a dessous. J'ai retiré la pompe à huile, je vois rien de choquant, pas de jeu spécial dans les bielles, ça a l'air de tourner assez proprement, du moins pour le tour où ça tourne. Les cylindres 2 et 3 au milieu, ils ont l'air très propres, on verra bien sûr un peu plus tard quand on aura ouvert. Et quand je fais tourner un petit peu le moteur, donc là par exemple je suis en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la vis, et quand je vais de l'autre côté, voilà, là ça bloque, et si je vais dans l'autre sens... là ça bloque, donc à mon avis c'est soit le cylindre 1 ou 4 qui doit avoir un problème à l'intérieur. Alors soit quelque chose qui est coincé dedans, mais franchement le piston il est très loin de la culasse pour que ça soit juste une soupape qui soit tordue ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas je vais retourner le moteur à nouveau pour voir si les soupapes sont à leur place, s'il n'y en a pas une qui est tombée. Mais sinon, il y a peut-être quelque chose qui est tombé dans le moteur au moment du démontage, je sais pas. Je vais pas m'attendre au pire tout de suite. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Le moteur est quand même dans un état relativement propre par rapport à l'autre. Et pas si pourri. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu dans les coussinets. En tout cas, les coussinets, ils sont pas morts en tout cas. Il faudra peut-être les changer, mais on verra ça plus tard. Et pour ce qui est du reste, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui bloque. La chaîne, elle a l'air de tourner en même temps. Donc je vois pas... parce que ça aurait pu être la chaîne qui a été cassée ou décalée ou quelque chose. Mais je sais pas. Tout a l'air de bien tourner jusqu'à ce que ça force. Et puis ça force vraiment. Hein. Je peux pas forcer plus. Dans tous les cas, je vais pas forcer. Je retourne le moteur et on voit par-dessus si je vois quelque chose. Bon, je viens de regarder sur le dessus, il n'y a pas de soupapes qui ont l'air bizarres, tombées ou quoi que ce soit. J'en reviens à ce qu'il me disait le vendeur de ce moteur, qui avait eu un problème de pompe, de limaille dans la pompe. Peut-être qu'il y a un endroit qui est grippé dans la pompe, donc il faudrait éventuellement démonter la pompe. De toute façon, dans tous les cas, je vais la changer pour voir si le moteur tourne correctement. Ce que j'espère d'ailleurs, parce que c'était le but de cet achat. Pour le moment, je suis un petit peu rassuré en ayant démonté le carter, la pompe à huile, en ayant vu le dessous, mais il faudrait quand même que le moteur tourne correctement pour que je sois encore plus rassuré. Je vais démonter cette pompe, honnêtement, je ne sais pas encore comment faire. Je pense qu'il doit y avoir des fixations de ce côté et certainement une vis ou un écrou du côté de la pompe ici. Sur le N47, donc j'ai l'outil d'ailleurs, il faut un outil spécial, mais j'ai pas encore celui pour le M47 s'il en faut un. Donc si vous savez déjà qu'il faut un outil spécial, bah, vous savez que je vais galérer. Moi je ne le sais pas encore, je vais démonter tout ça et on va voir ce que je trouve derrière.
Allez, bonne nouvelle, j'ai réussi à démonter la pompe. Donc là, j'ai enlevé le cache, j'ai enlevé l'écrou, j'ai tapé un petit coup pour sortir le cône. De ce côté, 3 écrous de 13 là qui tiennent la pompe et ensuite je l'ai sorti tranquillement. Elle vient là. La mauvaise nouvelle, c'est que le moteur il tourne toujours pas. Bon, c'est même encore pire parce que la chaîne elle doit se foutre en travers. Donc dans tous les cas, je suis niqué. Bon, j'aurais pas dû dire ça sur YouTube, c'est pas grave, vous l'avez entendu. Moi aussi, je l'ai dit, c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dévisser les chapeaux d'arbre à cam pour pouvoir retirer les arbres à cam. Mais bon, vu qu'il y a la chaîne, ça va être un peu galère. J'espère que j'arriverai à la sortir quand même. C'est pas forcément la façon que j'aurais voulu faire, j'aurais préféré dévisser la poulie, tout ça, je sais, il y a peut-être une autre façon de faire, mais là tout de suite c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais démonter les arbres à cam pour pouvoir enfin démonter la culasse et voir les dégâts qu'il y a à l'intérieur. J'ai peur qu'il y ait des dégâts à l'intérieur malheureusement parce que le moteur qui tourne pas, ça pue un peu la merde quand même. Allez, on arrive en plein dans le vif du sujet. Ce moteur, c'est une merde de conception. Pourtant, c'est un super moteur, soi-disant. Je sais pas, chez BMW, vous devez avoir un petit peu des croyances bizarres. J'ai voulu démonter les arbres à cam, j'en ai démonté un, le deuxième ne vient pas parce qu'il y a la chaîne, ce qui paraît normal. Je voudrais démonter la chaîne, comme on peut voir, il y a 3 vis ici pour pouvoir enlever le pignon, mais je n'ai pas accès parce que le moteur ne tourne pas assez d'un côté et de l'autre pour pouvoir dévisser les 3. Je peux à peine en dévisser 2 déjà, donc ça c'est foutu. Je me suis dit, bon, je vais démonter le carter, donc j'ai démonté la pompe à eau, toutes les vis du carter, mais il reste une vis de carter qui tient entre la culasse et le carter, et devinez où elle est? Sous la poulie de distribution. Franchement, la conception, elle est vraiment au top chez BMW. Magnifique ce moteur, c'est vraiment une énorme merde. Je vais couper la chaîne de distribution, mais bon, je risque d'abîmer le pignon. Heureusement, j'en ai de l'autre côté, et puis certainement que ça se change avec la distribution, je sais pas. Je comptais changer la distribution, donc c'est pas très grave, mais franchement, d'en arriver là, c'est vraiment un système de merde. Je vais couper la distribution, je vais pas filmer parce que ça va encore plus m'énerver, mais franchement, c'est de la merde. En fait, si le moteur ne peut pas tourner en entier, s'il est bloqué ou quoi que ce soit, on peut pas le réparer parce qu'on peut pas le démonter. Une merde. Bref, je continue et je vous reprends après. Bon voilà, j'ai réussi à enlever le carter, c'est tellement une conception de merde que j'ai dû couper la chaîne comme j'ai dit. Donc il y avait bien une vis qui était ici à la place sous la poulie en fait. Donc sans enlever la chaîne je pouvais pas. Et vu que je pouvais pas enlever la chaîne normalement, j'ai fait comme ça, je l'ai coupé. Bon, je comptais la changer, c'est pas très grave, mais c'est quand même vachement un système de merde. Après je vous cache rien, j'ai abîmé le carter. Bon heureusement j'ai l'autre moteur. Où c'est que c'est? Voilà, c'est ici. On peut voir que j'ai fissuré. Je commençais à m'énerver sur le bordel. Je comprenais pas pourquoi ça s'enlevait pas. Ils auraient dû rajouter encore des vis par l'intérieur des cylindres, à l'intérieur des pistons, faire des trous pour visser ce putain de carter à la con. Non, sans déconner. Franchement, la conception 0 sur 20. J'ai réussi à y enlever. Heureusement, j'ai encore le carter qui est là. J'espère que je l'abîmerai pas, mais au moins cette fois, je sais comment le démonter sans l'abîmer. Je l'ai fissuré. Bon, c'est pas très grave, hein, mais au pire, j'en rachète un autre. C'est pas très grave, mais ça fait chier d'en arriver là. Je vais continuer le démontage, mais ça sera juste après dans la vidéo. Bon, j'ai enlevé les vis de culasse, donc normalement il ne reste plus rien qui tient la culasse. Je vais essayer de faire levier proprement quelque part. S'il y a un endroit peut-être. À moins qu'elle vienne toute seule peut-être, je sais pas, j'ai pas essayé. Ah, elle vient toute seule. Je sais pas encore où la poser. Bon, je vais d'abord lever parce que j'ai envie de voir le résultat quand même. Alors, surprise. Surprise! Et ben voilà, j'ai un cylindre qui est mort. Nickel! Allez, on peut refermer, c'est bon, impeccable, on a tout vu. Alors, en plus, sérieusement, il faut que je trouve où la poser pour montrer un peu plus, voir les dégâts. Un cylindre pourri là, putain. Bon, en même temps, au prix du moteur, je pouvais pas m'attendre à un miracle. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il a peut-être pris l'eau, je sais pas. Bon, je vais poser la culasse quelque part et puis on regarde un petit peu plus près ce qu'il y a dans ce cylindre. Bon, alors on va commencer par la culasse. Ça c'est le dessous, il est assez propre. La culasse, on peut voir qu'elle n'est pas marquée. Là, elle est un peu pourrie, je pense qu'elle a pris l'humidité. C'est pour ça que ça faisait un peu de la mousse, des espèces de champignons. Mais c'est pas marqué, les soupapes ne sont pas bizarres, elles sont pas tordues ou quoi que ce soit. Donc je pense que la culasse déjà elle est bonne. C'est déjà une première chose, étant donné que les cylindres, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais vous montrer un petit peu le cylindre, principalement le 4, celui qui est au fond, côté boîte. Et c'est pas le plus joli. Je me rappelle plus exactement le cylindre que c'est sur l'autre moteur, mais bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même côté. De toute façon, c'était un piston du fond ou de suite devant. Bon, on va regarder un petit peu l'état du cylindre, mais bon, ça pue un peu la merde. Donc là, déjà, on commence avec le cylindre numéro 1. Les pistons sont encore marqués sur le dessus, ils sont très propres. Et bizarre, franchement, il doit peut-être pas avoir tant de bornes que ça. Ou alors, franchement, il a bien vécu. Malheureusement, le cylindre 2, c'est bon aussi. Le cylindre 3, ça commence déjà à avoir un petit peu des rayures.
et cylindre 4 c'est même pas la peine. Alors il a commencé à rouiller en surface, je pense que ça aurait pu partir. Par contre, ce qui ne peut pas partir, c'est les rayures qu'il y a au fond. Alors je sais pas si on verra bien, mais en fait quand je me mets comme ça, voilà. Là les traces noires, c'est des rayures qui se sentent à l'ongle. Je peux pas remonter ça comme ça, les compressions seront pas bonnes. En plus de ça, la rouille de surface, malgré que ça soit de surface, c'est pas génial. Peut-être un coup de haut noir, ça aurait pu partir. Mais franchement, c'est vraiment pas beau. Là, on peut voir que c'est tout pourri à l'intérieur. Bon, il n'y a rien qui a tapé, hein. Il n'y a pas eu de choc. Je pense que c'est de l'humidité qui est rentrée dans les cylindres, malgré ces vieux gants pourris en latex qu'il avait mis. À mon avis, le moteur, il a peut-être traîné dehors ou je sais pas, à l'humidité. Et c'était pas génial. Bizarre que ça ait pourri que dans un seul cylindre. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. J'ai pris le risque. Comme j'ai dit, ce moteur, je l'ai acheté 200 €. Et 200 €, c'est le prix du vilebrequin d'occasion. Pourquoi je parle du vilebrequin d'occasion? Je vais m'expliquer juste après. Alors comme je disais, pourquoi je vous ai parlé d'un vilebrequin d'occasion? Parce que comme on a vu sur le moteur précédent, dans la vidéo précédente, c'est que le moteur il a bien ramassé. Il y a plein de choses qui sont mortes. À mon avis, la lubrification était très mauvaise. Déjà ça a tué le turbo, donc il me faudra un turbo. Les coussinets étaient commencés à être mangés. Le vilebrequin peut-être un petit peu aussi, c'est pour ça qu'on parle du vilebrequin d'occasion. Le cylindre était bien rayé, tout est refaisable, j'aurais pu le refaire. Malheureusement, il y a des pièces, comme par exemple la culasse, où l'arbre à cam tourne directement sur la culasse, il n'y a pas de coussinet. Donc s'il y a un manque de lubrification, ça peut commencer à abîmer ses portées. Et là, pour le coup, à part changer la culasse, il n'y a pas d'autre solution. L'avantage sur le nouveau moteur, que je vais appeler le vendeur bien sûr, parce que c'est quand même pas normal, mais même si dans le pire des cas, il ne me répond plus ou il ne veut pas me rembourser, c'est une possibilité, c'est pas grave, je vais essayer de négocier, mais on verra. Et bien ces 200 € pour moi ils sont pas totalement perdus parce que j'ai une culasse qui est en bon état et qui a peut-être une valeur, je sais pas, mais dans tous les cas le but c'est pas de la vendre. Et j'ai le vilebrequin, un vilebrequin d'occasion comme j'ai l'habitude d'acheter sur certains sites, ça vaut plus de 200 € déjà. Donc c'est à dire que juste le prix du moteur c'est déjà le prix d'un vilebrequin d'occasion si j'avais voulu refaire mon moteur. Alors je sais, vous êtes plein à me dire trouve un autre moteur, change le moteur, trouve un autre moteur, swap le moteur, fais ce que vous voulez. C'est pas ce que j'aime faire. C'est pas ce que j'aime faire. Et même si économiquement ça pourrait être valable, je suis pas certain sur le long terme. Bah, la preuve, c'est que là je viens d'acheter un moteur. Bon, peu importe le prix, vous allez me dire oui, mais il était pas cher. C'est pas une histoire de prix. Vous pouvez acheter un moteur plein tarif d'occasion. Et sur ces moteurs diesel, il n'y a pas possibilité de mettre une caméra endoscopique. On peut pas passer à travers le trou des injecteurs, c'est trop petit. Le trou des bougies de préchauffage, c'est un peu compliqué aussi. Et au niveau de l'admission, tout ça, c'est pas possible par la soupape. Donc on peut pas vraiment voir l'état des cylindres tant qu'on n'a pas ouvert le moteur. Là, vous voyez, deux moteurs M47 qui sont soi-disant solides, les deux sont cuits. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est refaire un moteur. Que ça soit celui d'origine ou celui que j'ai acheté. Dans les deux cas, ça sera un des deux, il faut que je réfléchisse. Mais c'est vrai que, étant donné que celui que j'avais sur la voiture a eu un manque de lubrification, c'est peut-être mieux de partir sur l'autre. Bon, à l'heure où je vous parle, là, j'ai déjà commandé 4 pistons côte réparation, donc je vais partir sur une réparation d'un moteur. Parce qu'en fait, même en mettant 700 €, 1000 € dans un moteur, moi j'aurais pas confiance. Il faudra que je l'ouvre pour voir, donc ça va me coûter un joint de culasse, des vis de culasse. Je ferai certainement la distribution, et dans tous les cas, j'aurai pas confiance au volant moteur. Il y aura certainement pas le turbo, et s'il y est, dans quel état il sera. Donc au final, tous les périphériques autour que je dois acheter, dans tous les cas, je les achèterai. Les coussinets, les segments éventuellement, si vraiment je démonte un moteur et que je me rends compte que le jeu à la coupe il est pas bon, je vais pas remonter ça comme ça. Donc c'est un petit peu tourné autour du pot. Et les pistons, j'ai trouvé un très bon prix. Je reparlerai des prix un petit peu plus tard parce que là c'est un petit peu tout séparé, j'ai pas encore tout commandé et il faut que je le fasse. Mais je pars sur une réparation d'un des deux moteurs. Certainement le nouveau que je viens d'acheter, parce que les numéros de série, moi je m'en fous un peu. Cette voiture, j'aimerais la garder un petit peu. Mais que je la garde ou que je la vende, dans tous les cas, moi je travaille de la même façon, c'est que j'ai envie de faire les choses correctement. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que cette voiture c'était une merguez, qu'elle était rincée, qu'elle avait 800 000 km. Je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que je l'ai acheté avec le moteur cassé. Je savais déjà que j'allais repartir de zéro au niveau du moteur. Et la carrosserie, bien sûr, on en reparlera après quand ça sera fini pour la mécanique. Et c'est pareil, je vais refaire ça comme il faut. L'intérieur, il est très propre et les seules choses qui sont abîmées, elles seront remplacées parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment nickel et de me faire aussi un petit peu plaisir à réparer tout ça. Donc au final, peut-être que oui, aujourd'hui c'est une merguez, peut-être qu'en réalité elle a 400 000 km, mais ça ne veut plus rien dire. À partir du moment où on a refait le moteur, où on a changé le moteur, les kilométrages, ça va plus rien avoir. Et c'est pas que le moteur, comme vous avez vu, je dois changer le turbo, le volant moteur. Je repars vraiment sur un truc neuf, et de toute façon, même si ça me coûte un peu plus cher que de l'occasion, j'aurai jamais une voiture dans un aussi bon état que ce que je vais faire, avec la dépense que je vais faire
Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, je me suis compris. Je regrette pas encore cet achat, même si je m'attendais à avoir moins de pannes, à avoir moins de problèmes, mais c'est la vie, c'est comme ça. Des fois on a des mauvaises surprises, des fois on a des bonnes surprises. Et moi dans tous les cas, le plaisir c'est aussi de vous montrer ça, de montrer mes solutions, les solutions qu'il peut y avoir. Un moteur qui est rayé, un piston qui est coincé dans un cylindre, c'est pas forcément un moteur qui est totalement mort. J'aimerais même refaire le moteur d'origine qui est vraiment rincé, juste pour vous montrer que c'est possible et qu'on peut repartir sur une bonne base. Maintenant, à voir, je vais comparer un petit peu les deux, je vais continuer de chercher de mon côté. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant dans cette vidéo sur ce que je fais. Elle sera certainement un petit peu longue, mais au moins je vous montre le maximum de choses que je peux vous montrer. Bon, petit rebondissement. Hier, je vous ai dit que j'avais commandé des pistons qui étaient pas chers, bon bref, peu importe le prix, des cotes réparation, et en fait, c'était mal référencé, c'était pour un moteur N47. J'ai revérifié après, parce que je suis comme ça, je vérifie 25 fois, même après une fois que j'ai commandé, et je me suis rendu compte que c'était pas bon. J'ai pu annuler la commande, elle a été annulée, donc j'ai pas commandé ces pistons-là. J'en ai cherché pendant toute la nuit d'autres pistons, cote réparation 0,50 ou 0,25 pour ce moteur, pour pouvoir le faire réaliser. 300 € de réalisage et 500-600 € de pistons. Et les pistons, j'étais même pas sûr que ce soit les bons parce qu'il y a plein de sortes différentes pour ces M47. Deuxième retournement de situation, je cherchais un autre moteur et j'en ai trouvé un, mais c'était un moteur de Freelander. Apparemment, c'est pas les mêmes pistons. Il y avait peut-être une rayure dans un cylindre, c'était un peu compliqué. Il était vraiment pas cher, mais bon, si c'est pour me retrouver encore avec un moteur foutu, c'est pas la peine. Troisième rebondissement, je voulais faire tourner le moteur pour vérifier l'état de mes pistons, parce que si les pistons du moteur que je voulais acheter n'étaient pas les mêmes, j'aurais remis ceux-là, à condition qu'ils ne soient pas abîmés, tout ça. Donc je voulais démonter le piston le plus critique, celui où je pensais qu'il y avait la rayure que je vous ai montré. Et en fait, j'ai descendu le piston en bas, ce que je pouvais faire, pour passer un coup de haut noir pour nettoyer un peu. J'ai passé un coup de haut noir et voilà ce que je vois maintenant, avec un coup de haut noir très rapide. Voilà le même cylindre que je vous ai montré hier avec les espèces de grosses rayures, et bizarrement aujourd'hui je sens plus rien à l'ongle. Alors j'ai passé très rapidement, on peut voir que les rayures elles sont vraiment horizontales. Je voulais surtout débloquer le piston. Bon, la rouille de surface, j'étais pas très inquiet comme je vous ai dit. Il faudrait insister un petit peu plus pour pouvoir faire quelque chose de propre, mais peut-être que c'est récupérable. Le moteur il a peut-être pas traîné assez longtemps pour pouvoir rouiller vraiment en profondeur. Et en fait, alors je sais pas si, bon, vous verrez pas, vous pouvez pas toucher, mais en fait les rayures que je sentais ici, je sens quasiment plus rien, voire plus rien. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui était en surface, comme un dépôt. Moi j'ai pris ça comme des rayures, mais bon, bref. Je vais continuer mes recherches, c'est encore pas vraiment conclu. Je vais pouvoir sortir le piston et pouvoir passer un vrai coup de haut noir correctement, voir ce que j'arrive à récupérer ou pas. Dans tous les cas, je pourrais aussi voir l'état du piston, mesurer tout ça, mais ça je vous montre ça après. Déjà le bloc est peut-être pas foutu comme je le pensais, ça serait une bonne nouvelle en tout cas dans mon cas. Bon, alors déjà maintenant le moteur il tourne entièrement, donc ça c'est une bonne nouvelle, donc j'ai nettoyé. Là je viens de démonter le chapeau de bielle de la bielle numéro 4, du coup celle qui est au fond, celle où il y a le piston que je pensais qui est, enfin le cylindre qui était rayé. Et première bonne nouvelle, le coussinet il est neuf, mais vraiment neuf. Pas de traces d'usure, rien, j'ai déjà remonté des coussinets qui étaient 10 fois pire que ça. Donc honnêtement, je vais encore économiser là-dessus. Pas besoin de coussinet, ça c'est sûr et certain, là je le changerai pas. Je vais le mesurer, mais franchement, c'est dans un état vraiment neuf. Je me demande même si ça n'a pas déjà été changé. Franchement, super état, donc là déjà c'est une bonne nouvelle. C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel ce moteur, parce que cette nuit encore je cherchais pendant 15 ans comment trouver une solution de cote réparation, de piston, tout ça. Et là actuellement je suis en train de me poser la question s'il faut vraiment le changer, et je me rends compte que le coussinet de bielle il est très bon. Je vérifierai bien sûr tous les autres. Là je vais sortir l'ensemble bielle piston pour voir un petit peu l'état, mesurer tout ça et voir de quoi déjà on part avec ce moteur. Bon, j'ai sorti l'ensemble piston bielle, j'ai aussi démonté le petit gicleur d'huile en bas là qui gicle de l'huile sous le piston pour pouvoir passer le haut noir proprement. Alors comme on peut voir, j'ai rien à cacher, hein, on peut voir encore des traces comme ça. Alors ça se verra bien hein, que c'est assez doux. Je sais pas si, maintenant on n'entendra rien, mais on sent vraiment rien du tout à l'ongle. Après c'est un petit peu normal étant donné que c'est un petit peu grippé à l'intérieur. Alors si je me décale un petit peu, alors là forcément je suis zoomé donc ça peut paraître impressionnant, mais là c'est pareil, là on sent rien du tout et c'est un petit peu je pense le fait que le cylindre ait été piqué, qu'il soit resté un petit peu trop longtemps à l'arrêt avec l'humidité que vous avez vu juste avant. En bas le blanc c'est rien, c'est juste des traces de nettoyage, mais on peut voir qu'il est un tout petit peu piqué tout le long, mais c'est rien de grave. Alors attendez, je vais essayer de me tourner un peu mieux. Donc voilà, on peut voir si on zoome vraiment qu'il est un petit peu piqué, mais on peut voir que le haunage, il passe vraiment par-dessus. J'ai pas du tout insisté avec le haunage parce que je voulais pas trop en faire non plus.
Et là, il va falloir mesurer le cylindre pour voir si la dimension, elle est correcte par rapport à ce que ça devrait, par rapport au piston, au segment, tout ça. Mais franchement, l'état de surface du cylindre, il est 10 fois mieux que ce que j'aurais pensé. Déjà, il n'y a pas de rayures profondes qui pourraient faire perdre la compression. Et les petits piquages là qu'il y a, bon, c'est minime, hein. Forcément, c'est pas un moteur neuf, mais c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, comme je disais, parce que je m'attendais à 10 fois pire. Et au final, je m'en sors quand même pas trop mal. L'ensemble piston Bliel du numéro 4, je l'ai démonté. Alors déjà, surprise, c'est du Nural d'origine, ça je ne savais pas. Très bon état le piston, franchement, il est un petit peu usé, mais ce qui est normal pour un piston. On peut voir qu'il y a des petites micro-rayures en haut parce que je l'ai brossé. J'ai pas pu le nettoyer entièrement comme il faut, mais franchement, il est très propre. Là, il y a la dimension sur le dessus, je sais plus où. Voilà, là, avec la flèche pour la distribution comme d'habitude. Et là, il y a la dimension. Donc 83, j'arrive plus à lire, voilà. 83.945, donc c'est bien la taille d'origine. Donc déjà ça c'est bon, il est vraiment en super état et c'est vraiment du gros matériel, hein. Pour un 2 litres franchement c'est vraiment rien à voir avec les moteurs essence. En même temps il faut que ça encaisse un peu plus, donc forcément c'est un peu plus costaud. Donc piston bielle, je suis content, c'est en très bon état. Mais maintenant ce qui nous importe c'est de savoir géométriquement si c'est bon. Si les jeux entre le piston et le cylindre sont bons, si le jeu à la coupe des segments est bon, bon je pourrais toujours changer les segments, ça sera pas très grave. Mais si ceux-là sont bons, pourquoi les changer? Je vous l'ai déjà dit 15 fois. Là il y a le gicleur d'huile que j'ai enlevé qui était dessous pour pouvoir passer l'eau noire tranquillement. Et maintenant, comme d'habitude, j'ai préparé mon équipement, donc mon comparateur d'alésage, pour pouvoir mesurer le diamètre intérieur du cylindre à plusieurs endroits et assez précisément. Donc là, j'ai déjà réglé mon ensemble. Donc là, comme on peut voir ici, il y a une touche au milieu qui rentre, qui sort et qui permet de faire bouger le comparateur. Je me suis mis à 84 mm avec mon comparateur d'extérieur. Ensuite, je suis venu régler mon comparateur à 0 plus ou moins 1 centième, on va dire. À l'intérieur de mon outil pour pouvoir être précis. Donc là je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur de mon cylindre à différentes hauteurs pour ceux qui ne suivent jamais et ça va me permettre de savoir l'ovalisation et le diamètre du cylindre précisément. Ensuite je mesurerai le piston et on pourra en déduire un jeu cylindre-piston qui sera ou non dans les tolérances, mais ça on verra par la suite. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de connaître le diamètre à plusieurs niveaux du cylindre. Donc en général en haut dans ce sens là, ou presque en haut, 1 cm en dessous du haut, parce que les segments ne vont pas jusqu'en haut. Presque tout en bas, au milieu, et pareil à 90 degrés, pour voir l'ovalisation, et puis surtout le diamètre. Là, c'est un bloc qui est usiné à 84 mm 00. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 84,07, donc 7 centièmes de différence, mais bien sûr, après, il ne faut pas que la tolérance entre les pistons elle soit mauvaise. Alors, je mets l'outil à l'intérieur, si j'arrive. Voilà, alors là, vous verrez rien, malheureusement, j'ai mal filmé. Mais si je me mets sur le dessus, ici en haut, eh ben, je suis à 0 pile poil. Donc là déjà, aucune usure quasiment. On va dire 1 centième hein, parce que ça va être la tolérance de mon réglage. Mais on peut voir que si je bouge, voilà. Donc si c'est plus grand, ça va vers la gauche, si vous avez compris. Et si c'est plus petit, ça va vers le devant. Mais là, franchement, on cherche le point le plus serré. Et le point le plus serré, ben, je suis à 84 mm. Donc je suis très bon. Ensuite, si je vais un peu plus bas, voilà, je suis légèrement plus grand. J'ai 1 centième d'écart. Tout en bas, pareil, je suis à 84 mm, donc pas de souci de ce côté-là. Maintenant, en général, l'usure, elle est plutôt dans l'autre sens. Donc on va mesurer maintenant dans l'autre sens. Donc là, je vais vous décaler. Et c'est là qu'on va voir un petit peu l'usure, l'ovalisation éventuellement, ce qui est normal hein, avec l'usure d'un moteur. Donc là, le point le plus bas, je suis à 3 centièmes. Allez, 3 centièmes. Au milieu un peu moins 2 centièmes. Et en bas, il n'y a quasiment rien. Il y a un peu moins d'1 centième. Si je me remesure en haut, si je me remets bien... Alors j'espère que vous voyez. Oui, vous voyez. Bon. Hop. Vous voyez pas le cylindre, mais vous voyez que je mesure à différentes hauteurs. Donc voilà, c'est ça, 3 centièmes. Donc là, 3 centièmes, ça fait un petit peu plus que 2 centièmes, étant donné que j'avais 1 centième dans l'écart d'ovalisation. Je viens de retester sur la caméra pour être sûr et du coup j'ai vu que oui j'ai environ 3 centièmes, allez maximum un petit peu moins on va dire, mais on va dire 3 centièmes d'ovalisation sur la partie haute. On va dire que c'est la partie la plus critique, mais c'est pas très grave parce qu'en fait la tolérance je crois que c'est justement je crois que c'est 3 centièmes et forcément c'est un moteur qui a un peu des kilomètres. Donc dans tous les cas pour moi c'est pas très grave, sachant que le diamètre n'est pas vraiment très grand, on est encore largement bon par rapport au 84,07 maximum qu'on pourrait atteindre. Maintenant on va quand même mesurer le piston qui n'a pas l'air vilain à l'œil, mais il faut quand même vérifier la différence de diamètre entre les deux. Si le jeu entre le piston et le cylindre il est trop important,
même si le cylindre il n'est pas usé, mais si le piston il a ramassé, et ben ça peut être un petit peu moins bien. Et en dernier, on vérifiera le jeu à la coupe des segments comme d'habitude. Je vais essayer de faire un peu plus rapide parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. J'espère quand même que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, j'ai pas filmé quand j'ai fait la prise de mesure, mais il faut mesurer le piston ici à 90 degrés par rapport à l'axe du piston, en bas de la jupe environ 1 à 2 cm vers le bas, donc entre mes deux doigts ici. J'ai mesuré avec le comparateur d'extérieur et là je trouve la valeur la plus serrée, hein, c'est vraiment en forçant, je trouve 83,93. Donc ça fait environ en moyenne 7 centièmes de jeu, peut-être un peu plus, entre 7 et 8 centièmes de jeu entre le piston et le cylindre. Alors bien sûr c'est théorique hein, parce que c'est pas tout à fait ça. Sachant que d'origine c'est 84 la version, enfin le diamètre de l'alésage, donc qui est quasiment bon de partout, qui dépasse un petit peu de 1 ou 2 centièmes, donc j'ai déjà 1 ou 2 centièmes de plus dans le cylindre. Et sur le piston c'est gravé comme j'ai dit tout à l'heure 83,945 et là au plus serré, honnêtement j'ai même eu un peu plus 94 mais bon on va dire 93, on va dire que j'ai 1 centième de jeu, donc au final ça fait entre 2 et 3 centièmes de jeu en plus par rapport à la tolérance d'origine, sachant que même à 9 c'est pas 84,00 et 945,00, enfin il y a quand même une tolérance de fabrication. La tolérance elle est forcément plus large qu'à 9 mais elle est largement bonne encore parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans un commentaire, que la tolérance maximum entre le piston et les cylindres est de 0,12 mm, donc 1 dixième et demi, enfin 1 dixième et demi, 1,2 dixième, et ça commence à faire beaucoup. Là je suis environ entre 7 et 8 centièmes, donc je suis pas à la moitié mais aux 2 tiers de la tolérance maximum, donc pour moi c'est bon. En plus visuellement le piston est en très bon état, le cylindre aussi. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais défaire les segments d'étanchéité et de coupe-feu pour pouvoir mesurer le jeu à la coupe dans le cylindre. Pour le jeu à la coupe des segments, donc je mets le segment à l'intérieur, je le pousse avec le piston pour qu'il soit bien à l'horizon, enfin perpendiculaire à l'axe du cylindre, et ensuite je passe des cales ici pour voir un petit peu où je me trouve. Alors là, je sais pas si ça se verra, c'est la cale de 0,4, elle a un petit peu du mal à passer, mais elle va au fond en forçant un petit peu, en grattant un peu. Donc là, la 0,4, j'arrive un peu à l'enlever, voilà. Là, la 0,4, elle passe juste. Donc on va dire que je suis à 0,4, peut-être légèrement moins, mais on va dire 0,4 pour le segment coupe-feu. Là, je viens de mettre le segment d'étanchéité, donc celui qui est au milieu du piston. C'est les deux seuls que je vais mesurer, l'autre ça servira à rien. Et là, j'arrive à rentrer la cale de 0,6 mm. La cale de 0,7 ne passe pas, mais ça reste quand même assez large. Normalement, je crois que je devrais être environ entre 0,4 et 0,5, il me semble, un truc comme ça. Et la limite d'usure maximum c'est 1 mm. Ça veut dire qu'avec ces segments le moteur fonctionnerait, il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai que c'est un peu juste. Donc je pense que je vais quand même commander des jeux de segments, ça me permettra de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, mais je vais mesurer hors caméra bien sûr les autres cylindres, les autres pistons, voir s'il n'y a rien qui cloche. Par rapport à ce cylindre là qui était un petit peu critique au début, où je pensais que c'était grave, et bien au final il n'y a pas quelque chose de si grave que ça. Avant de commander les segments, je vais quand même vérifier aussi le jeu radial des coussinets, mais franchement vu le visuel qu'il y a dessus, à mon avis ils sont largement bons et je ne changerai pas les coussinets, même s'il y en a 15 000 d'entre vous qui vont me dire moi j'aurais changé les coussinets. Et ben dites-le si ça vous fait plaisir, moi ça me fait des commentaires, et s'il n'y a pas besoin, moi je les change pas, c'est comme ça. Je me suis acheté la revue technique exacte pour la voiture, ça correspond parfaitement, BMW série 3 comme la mienne. Non, plus sérieusement, ça comporte un petit peu les caractéristiques du moteur M47 qui est dans ma voiture. Là pour cette revue technique ça doit être le moteur de 136 chevaux, mais dans tous les cas peu importe parce que les éléments ça reste plus ou moins les mêmes pour les coupes de serrage, les jeux au segment, les jeux de radial, de bielle, tout ça. Là par exemple on peut voir les épaisseurs de joints et ça pour le coup ça change pas il me semble avec ma version. On peut voir les sièges de soupape, on peut voir plein de choses et on peut arriver par exemple à ce que j'ai fait juste avant. Alors pour les pistons, voilà, donc là voilà, vous avez toutes les valeurs origine, piston, tout ça. Alors moi c'était 83 945, ça correspond pas parfaitement, mais bon il faut adapter un petit peu par rapport à ça. Et on peut voir par exemple ici que le jeu piston cylindre va de 0,036 à 0,072. Bon j'avoue moi je suis plus proche des 0,072, mais le maxi il est quand même à 0,15, donc je suis largement dans la tolérance, et en changeant les segments ça ira très bien. En parlant des segments, on doit pouvoir les trouver quelque part. Voilà, là les segments, on peut avoir les jeux à la coupe. Alors je vous ai dit des jeux à la coupe un petit peu approximatifs avant, un peu standard, mais là au moins j'ai les bonnes valeurs. Donc là le segment coupe-feu, il faut qu'il soit entre 0,20 et 0,35 et ainsi de suite. Et ça on aura l'occasion de regarder encore une fois parce que j'ai commandé des segments neufs. Ensuite on peut voir plein d'autres choses.
dont les coupes de serrage, c'est ce qui m'intéresse un peu, enfin c'est ce qui m'intéressait en principal. Bon, c'est une revue technique, hein, on a toutes les valeurs dedans, on a plein de choses. Et voilà, là par exemple, on a tous les coupes de serrage, donc si vous voulez prendre une photo, profitez-en. Mais moi, ça me servira aussi pour pouvoir serrer ça correctement et pas me faire chier à chercher pendant 15 ans le serrage ou avoir peur de ne pas avoir assez serré. Dans cette revue technique, il y a aussi le M57, pour le moment je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être un jour, on ne sait jamais. La vidéo sur la Mini, elle vous a beaucoup fait réagir. J'ai eu plus de 1000 commentaires sur la vidéo et encore peut-être même un peu plus après que je vous tourne ça. Et j'ai eu plein d'avis. Alors merci à tous, déjà tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont commenté la vidéo, ceux qui m'ont mis des boosts aussi, parce qu'apparemment c'est nouveau, mais en dessous de la vidéo vous pouvez me mettre des boosts maintenant, donc c'est gentil à ceux qui l'ont fait, merci. Et du coup, ben, ça m'a fait quand même douter sur pas mal de choses. La partie électrique, j'y crois de moins en moins. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des bonnes pistes. Vous m'avez fait douter avec le levier. Je vais vous montrer juste après que les leviers, même bien en place, ils sont pas tout à fait positionnés pareil. Je vais vous montrer ça juste après. Et vous m'avez mis un doute. Alors j'avais vérifié, il y a une petite trace qu'il y avait, je vous zoomerai, vous inquiétez pas après, sur la cam. Mais j'avais vérifié à ce moment-là, il n'y avait pas de... on sentait rien. Et en touchant avec le doigt, ça effaçait presque même la trace. Mais je me suis dit, il y a quand même peut-être un problème de soupape, comme certains qui me l'ont dit, un poussoir qui pourrait claquer ou quelque chose comme ça. Juste avant, là je l'ai démarré, j'entendais claquer. Pourtant, j'entendais pas ça avant. Donc je me suis dit, est-ce que ça s'est empiré ou quoi? J'ai enlevé le couvre-culasse, comme vous voyez, et j'ai essayé d'appuyer avec un tournevis au niveau des poussoirs, voir s'ils s'enfonçaient facilement. Ça devrait pas être le cas, normalement il devrait être plein d'huile et dur. Et c'est pas le cas. Il claquait bien, enfin ça claquait un peu, mais je sais pas, c'est peut-être autre chose. Et les poussoirs du cylindre numéro 4, ils n'ont pas l'air de s'enfoncer. Donc je me suis dit, j'ai radé un petit peu plus. C'est vrai que la visibilité, elle n'est pas non plus énorme. Je vous montre juste maintenant un petit peu ce qu'on voit et ce que j'ai trouvé d'un petit peu anormal. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, je n'ai pas encore essayé, mais c'est ce qu'on va voir juste après. Là, on se situe sur le cylindre numéro 4 et je vous avais fait un petit peu un plan comme ça. Enfin, c'était aussi pour moi le plan parce que je peux pas démarrer, enfin faire tourner le démarreur et regarder dans le moteur en même temps étant donné que je suis tout seul. Et vous aviez remarqué que ce levier était un peu tordu. Quand j'ai redémonté, il était plus tordu, il était à peu près en place. Et si on regarde bien, on peut voir que il n'est pas tout à fait en face du levier en face. Enfin, on va dire le petit renfort qu'il y a là, il n'est pas parfaitement aligné avec l'autre. Mais ça le fait aussi sur les autres cylindres, voire même encore pire. Parce qu'en fait, comment c'est positionné, ces leviers là ici, du coup, le levier, il ressemble à ça. Donc ça, c'en est un autre, hein, c'est pas celui de ce moteur. Le levier, il ressemble à ça, un peu. Donc il est positionné comme ça. De ce côté, c'est le levier qui appuie entre d'un côté le poussoir et de l'autre côté la soupape. Et au-dessus ici, là, ce rouleau, il tourne sur l'arbre à cam d'admission, donc celui-ci. Et le rouleau du dessus, il est guidé comme ça dans cette platine qui est fixe. Et à l'arrière, il y a le troisième arbre à cam qui fait la levée de soupape un peu plus importante, qui le fait pivoter comme ça. Bon là j'exagère volontairement, il pivote pas autant. Et en fait, plus il pivote vers l'avant, et plus la force de l'arbre à cam d'admission classique, et ben, il appuie sur la soupape, et ça ouvre la soupape un peu plus grand. En fait, il peut un peu glisser parce que comme on peut voir ici, dessous c'est lisse, il n'y a rien qui l'arrête. Et ça c'est sur le rouleau du levier qui est en dessous. Alors j'ai pas le levier qui est en dessous, mais les leviers qui sont en dessous, c'est les pièces qui sont entre le poussoir et la soupape. C'est des petits leviers et il y a un rouleau au milieu et le rouleau il glisse là-dessus. Donc en fait ces pièces elles peuvent légèrement bouger, ne pas forcément se mettre de la même façon. D'ailleurs je vous montrerai juste après sur le cylindre numéro 2, on peut carrément croire qu'elle est enlevée la pièce. Et en fait, ce que j'ai trouvé de bizarre, c'est que normalement, alors je vais essayer de vous montrer différemment, je vais dézoomer un peu. En dézoomant un peu, voilà. Donc là, il y a ce ressort qui se trouve ici. Donc forcément, il n'a pas la même forme, hein. Là, il est quasiment à plat, alors que là, dans le moteur, il est quasiment à 90 degrés. Forcément, il met de la tension. Donc ce ressort, une fois qu'il est en place, il appuie derrière ses leviers, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il faut que le ressort, il arrive bien comme ça là-dedans. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le levier de gauche, là, celui-ci, là où il y avait la marque, alors je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, le levier, des fois il est tordu, des fois il l'est pas, mais en tout cas, le ressort, il était positionné comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, il était vraiment positionné à l'intérieur au lieu d'être comme ça. Donc est-ce que ce petit écart ça peut suffire? Je sais pas. J'ai démonté le ressort avec la pince spécifique, que je vous mettrai en lien si ça vous intéresse, mais j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai démonté le ressort avec la pince pour le remettre bien en place, j'ai bien resserré la vis au couple, tout ça. Et là je vais remonter, forcément je ne vais pas démarrer avec le couvre-culasse enlevé,
pour voir si ça change quelque chose. Juste avant, je vais vous montrer les leviers à côté qui sont vraiment pas alignés. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu prêté à confusion. Je m'en fous que j'ai tort ou que j'ai raison dans ce que j'ai dit ou dans les vidéos ou dans les commentaires. Le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est que je vous montre la vérité, la vraie panne. Et si c'est ça, ben, je serai content. Et même si je passe pour un con parce que j'ai dit non, c'était bon, et ben c'est pas grave. Au moins, ça apprendra pour quelqu'un d'autre à vérifier 2 fois. Bon, j'avais déjà vérifié plusieurs fois, mais apparemment pas assez. Je vous montre les autres leviers et ensuite je remets le couvre-culasse pour essayer de démarrer et voir si ça a résolu le problème. Voilà, là on est sur le cylindre numéro 3, si je me mets bien en face et vous tirez un trait entre les deux, vous voyez que celui-là de levier il est un peu plus relevé que l'autre. Ici, sur le cylindre 2 c'est pareil, et ici c'est à peu près pareil. En tout cas ils sont à peu près égaux. Donc forcément ils ne sont pas forcément en place. Alors je ne peux pas appuyer juste avec le doigt parce qu'il y a quand même de la tension avec les ressorts. Mais ça arrive qu'ils soient légèrement de travers et j'étais sûr que ça gênait pas. Là pour en revenir à cette trace, vous voyez que quand je passe le doigt, il n'y a plus la trace, enfin il y a celle-là d'ici, mais on sent rien du tout. Et on sent même pas, entre le brillant et le jaune, là on sent même pas du tout. Parce qu'en fait le brillant c'est là où il y a la cam qui est appuyée, enfin le rouleau pardon. Et du coup, bah, en fait le problème il se situait là-bas derrière. Mais pour aller voir ça, vous voyez, il faut aller voir vraiment là-bas derrière. Et j'avais du mal à voir. Donc là le ressort il est bien positionné, des deux côtés, derrière le levier comme je disais. Bon, j'espère que vous comprenez le système pour ceux qui ne connaissent pas, mais forcément ce que je disais c'est que les leviers, voilà, comme on voit sur le cylindre 2 là, ils sont pas du tout bien positionnés, et pourtant c'est normal. Entre ici, je sais pas, vous voyez, où le rouleau il est bien, on va dire sur l'avant de la cam, la partie avant de la cam, du levier pardon, et là c'est tout l'inverse, il est à l'arrière et un petit peu décalé. Bon bref, j'ai assez parlé, je remonte le couvre-culasse et on essaie de démarrer, pour voir si le problème est résolu. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. Ben voilà, une panne à la con résolue. J'ai perdu ma vie là-dessus et là en 5 minutes j'ai trouvé, en partie grâce à vous qui m'avez fait redémonter. J'avais dit que j'allais abandonner, bon je me connais, hein, je suis parti le week-end en vacances et j'y ai pensé tout le week-end. Et forcément je savais que j'allais remettre les mains dedans. Et j'avais quand même du mal à croire à la partie électrique. Et bon, d'un côté j'avais à moitié raison, mais je ne savais pas ce que c'était. Heureusement j'ai trouvé ça et honnêtement, même en l'ayant vu, malgré que ça soit un petit peu directement sur le cylindre 4, et ben j'y croyais pas. Parce que je me suis dit c'est quand même un tout petit défaut, ça appuie quand même sur le levier mais pas de la bonne façon. Et apparemment bah, ça suffit. Donc maintenant bah, nickel. Tout est parfait maintenant. Donc bah, il ne manque plus qu'à attendre la carte grise pour cette voiture. Et puis continuer la BMW. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai enfin reçu toutes mes pièces, alors je vous montrerai le reste plus tard. Là j'ai reçu mes segments, donc vous voyez la marque que j'ai pris. Je vais déballer tout ça et tester ça dans les cylindres, voir si tout est bon. Bien sûr je vous montre le résultat dès qu'ils sont insérés dans les cylindres et ensuite on peut passer au remontage. Bon alors là je suis bien emmerdé, j'avais deux choix, soit je vous mentais, je vous disais que tout était bon, soit je vous montre la vérité et c'est ce que je vais vous faire comme j'ai l'habitude de faire. Là, je viens de vérifier le jeu à la coupe des segments. Donc, comment ça se passe? On met un segment d'étanchéité coupe-feu. Donc, le coupe-feu, c'est le premier. Là, quand on peut voir sur les schémas, le coupe-feu, c'est le C, celui qui est tout en haut. Ensuite, étanchéité, c'est le B. Et segment racleur, c'est le A. Moi, principalement, je mesure le C et le B parce que le A, bon, si c'est pas bon, bah, c'est pas très grave. Et de toute façon, c'est le dernier, c'est pas le plus important. Les plus importants, c'est ces deux. Donc, je mets le segment dans le cylindre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets le segment dans le cylindre comme j'ai dit, comme ça. Normalement, il faut l'enfoncer un petit peu plus, environ 2-3 cm pour être sur la course de l'usure des segments. Là, volontairement, il est un petit peu en haut parce que c'est un endroit qui n'est pas usé par les segments et donc du coup qui doit être à l'usinage d'origine, au diamètre d'origine. C'est pour ça que j'ai fait un test après, je vous expliquerai. Donc j'ai mesuré le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe, on fait passer des cales d'épaisseur dans le jeu qui est là et on détermine le jeu à la coupe à plus ou moins 5 centièmes quoi. Donc ce jeu à la coupe que je vous ai montré sur le segment qui est dans le moteur, c'est le même que le C ici. Ici sur la RTA, c'est écrit segment coupe-feu de 0,20 à 0,35. Moi en réalité, j'ai 0,6. Bon, peut-être un peu moins parce que le 0,6 ça force, mais je suis quand même largement au-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit le cylindre, il est trop usé, donc trop grand, mais pour avoir le double de la valeur qu'il faudrait, il faudrait qu'il soit vraiment très usé. Soit les segments, c'est de la merde. Bon, vous imaginez que si je vous en parle, moi j'ai déjà ma conclusion. Mais pour vous faire comprendre ma conclusion, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est simplement des maths. Le cylindre, il a une forme ronde.
ou ovalisé dans mon cas, comme on a pu voir, entre 84,01 et 84,04. On va dire, dans le pire des cas, que mon cylindre est à 84,04 de partout, donc j'exagère parce que c'est pas le cas, donc j'ai une certaine circonférence. Le segment, il a une circonférence aussi, donc c'est la circonférence du diamètre moins le jeu à la coupe, ce qui nous donne la longueur du segment, donc la circonférence, on va dire, du segment. Comment on calcule une circonférence? Pi fois d, donc pi, tout le monde connaît, 3,14 et ainsi de suite, fois le diamètre. Donc la circonférence d'un diamètre d'alésage de 84 mm, qui devrait être la cote parfaite, on va dire, pour un cylindre A9, c'est celle-ci. Bon, vous la lirez si vous voulez. La circonférence de mon alésage réel, et encore, c'est même un peu exagéré comme je vous ai dit, parce que moi j'ai une partie à 84,01, une partie à 84,04, mais pour simplifier, on va dire que tout est à 84,04. Ça me donne cette valeur de circonférence. Et comme j'ai dit, la longueur d'un segment, c'est la circonférence moins le jeu à la coupe. Donc je prends la circonférence du diamètre de 84 parfait, moins 0,35, qui est le jeu à la coupe le plus gros que je devrais avoir, et ça me donne la longueur de segment minimum qui devrait être présente sur le segment 9. J'espère que vous arrivez à me suivre, sinon vous repasserez cette séquence et vous écouterez un petit peu plus. Si j'ai dit une connerie, bien sûr, je l'écrirai sur la vidéo. Ensuite, cette valeur de segment, cette longueur de segment minimum qui devrait être là, je lui rajoute les 0,6 mm que j'ai mesuré sur mon cylindre réel. Ça me donne cette valeur. Donc ça, c'est la circonférence de mon cylindre, théorique en tout cas. Et quand j'utilise cette circonférence et que je divise par pi, pour enlever la circonférence et retomber sur un diamètre, je tombe sur un diamètre de 84,08 mm, ce qui est énorme. 8 centièmes d'usure sur un cylindre, c'est énorme. Et c'est vraiment pas mon cas. J'ai mesuré plusieurs fois avec mon comparateur d'alésage. Mon comparateur d'alésage, c'est ça, donc qui a été précisément réglé avec le comparateur, avec un micromètre d'extérieur, étalonné avec la cale qui est ici. Donc je ne peux pas me tromper. Là, la cote, vous ne pourrez pas voir, mais je vous montre quand même, elle est précise au centième. Et donc c'est bien 84 mm sur lesquels j'ai réglé mon comparateur d'alésage. Et ensuite, ce comparateur d'alésage, je l'ai mesuré, je l'ai mis dans plusieurs endroits du cylindre, comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Je vous l'ai montré dans la vidéo, donc je l'avais fait une première fois, et là je l'ai refait 2 fois d'affilée en réglant à chaque fois à 0 de la même façon, et je retombe sur les mêmes valeurs. Mon cylindre à 84,01 dans un sens et 84,04 dans un autre. Donc j'en arrive à la conclusion que je vous ai dit juste avant, les cylindres malais, c'est de la grosse merde. Maintenant, comment je vais faire? Théoriquement, il faudrait que je commande une autre marque de segment, par exemple Godze ou une autre marque, même limite du Stark ou du Ridex. Je suis sûr que j'aurais eu mieux que cette merde. Mais bon, j'ai un délai à respecter, en tout cas dans mon planning. J'ai besoin de sortir la vidéo et même celle d'après. 2 vidéos qui arrivent, moi je ne peux pas me permettre de stopper 2 vidéos, je ne peux pas vous proposer un autre contenu. Et j'ai aussi besoin que ça avance parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc je vais monter ces segments et qui ont à peu près la cote des segments d'occasion que j'avais. Sinon, si les segments d'occasion étaient mieux, eh ben, j'aurais mis ceux d'occasion. J'aurais aimé commander des nouveaux segments, par exemple du Godze, mais je ne les recevrai pas à temps. Moi, je dois partir aussi un certain temps dans l'été, donc ça va encore plus repousser. Et je vais perdre le rythme des vidéos, je ne vais pas remonter, ça va me saouler, je vais penser qu'à ça, et du coup, ça avancera pas. Donc je vais monter ces segments. Qu'est-ce que je risque? Dans tous les cas, c'est moi qui risque quelque chose, parce que cette voiture, je compte la garder un bon moment. Donc qu'est-ce que je risque? Théoriquement, ça serait une petite consommation d'huile éventuelle à froid, ce qui n'est pas certain, ça dépendra. Une baisse de compression, ça en tout cas c'est assez sur le papier. Dans tous les cas, la compression, on pourra la vérifier une fois que tout sera remonté et on pourra en déduire si elle est bonne ou pas bonne. Dans tous les cas, je suis obligé d'avancer, de remonter ça. Les segments, c'est une des premières choses qu'on remonte dans le moteur, donc si je ne peux pas remonter ça, je ne peux pas faire la suite. Comme je l'ai dit juste avant, mes segments d'occasion ont le même jeu à la coupe, mais les segments d'occasion, ils ont 230 000 km ou peut-être même un peu plus, si la personne qui m'a vendu le moteur a menti. Donc c'est quand même pas normal avec des segments neufs d'avoir le même jeu à la coupe. En plus de ça, on pourrait penser que c'est une erreur de fabrication. Sur les boîtes ici, on a une date. Donc là, j'ai le 14-10-2024 qui est commun à 3 boîtes. Et sur la 4e boîte, j'ai le 2 novembre 2023. Donc c'est pas la même durée de fabrication. Il y aurait pu avoir une erreur sur cette journée de fabrication. Mais c'est pas le cas parce que j'ai le même jeu à la coupe sur les deux. Donc dans tous les cas, c'est pas une erreur de fabrication. C'est juste que cette marque, elle doit fabriquer des segments beaucoup trop larges pour que ça soit monté sans risque, parce que le risque sur un segment, c'est que si le jeu à la coupe est trop serré et que les personnes ne vérifient pas, quand le moteur chauffe, les deux bouts peuvent se toucher et ça fait un serrage moteur.
alors que là, on risque simplement une petite consommation d'huile. Mais bon, dans tous les cas, maintenant on est dans un monde d'assisté, donc on peut plus faire des segments trop serrés qu'on réajusterait soi-même au montage. Il faut faire du truc en sécurité pour pas qu'ils aient de problème, de plainte avec une casse moteur. Et une dernière chose, j'ai vérifié dans le cylindre qui a été honné pour enlever, on va dire, la rouille de surface. Et j'ai aussi vérifié sur un cylindre que j'ai pas encore honné, et c'était exactement pareil. Le honnage, il n'enlève pas de matière, et puis même s'il en enlevait, ça serait pas aussi énorme. Donc oui, il y en a qui vont me dire, j'aurais commandé chez BMW ou j'aurais pris une autre marque. Et ben c'est comme ça. Moi, j'ai voulu prendre du Mallet parce que pour moi, c'était du haut de gamme. Et ben ça sera la dernière fois que je prendrai des segments chez eux. Et c'est vraiment de la merde, un petit peu comme les joints de couvre-culasse Corteco. Bon, on en arrive à ce que je vais faire, je vais monter ces segments. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait sur une autre voiture, mais là, de commander d'autres segments, ça va me coûter encore 150 € certainement environ. Ça va me coûter surtout 3 semaines, parce qu'en fait, c'est pas juste le délai de commande et de réception, mais aussi mon planning personnel. Ça va me faire 3 semaines de vide, donc sans vidéo, et puis en plus, avec l'inertie, je perdrai certainement une 4e semaine avec la motivation. Donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais monter ces segments qui ont la même cote que ceux d'occasion qu'il y avait dessus. Donc c'est un moteur qui tournait, hein. Donc ça marchera, il n'y a pas de souci, ça marchera, j'ai confiance en ça. On vérifiera quand même les compressions pour survalider encore une fois au-dessus. C'est une voiture que je vais garder, donc ça sera pour ma pomme s'il y a vraiment un problème. Et ensuite, ça fait quand même des segments neufs, donc qui n'ont pas des micro-rayures, de l'usure un peu bizarre. Donc ça serait toujours un peu mieux que les segments d'occasion qu'il y avait avant, mais ça aurait pu être encore meilleur d'avoir un jeu à la coupe dans les tolérances de la RTA. C'est pas grave, c'est comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes dans la suite du remontage du moteur, mais c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Je suis en train de monter les segments et je suis en train de penser aux ingénieurs de YouTube là, qui ont laissé des commentaires comme quoi j'ai pas commandé la bonne référence. Vous pouvez chercher, hein, la référence mâle elle est ici. Et le diamètre, c'est bien le bon, c'est pas un code réparation comme vous allez me sortir. De toute façon, ça sera encore pire, le jeu à la coupe sera encore plus gros. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour vérifier. Au lieu de dire des conneries, de me dire que je me suis trompé, vous avez le temps de vérifier plutôt que de laisser un commentaire bidon. Bon, j'ai quasiment remonté les 4 pistons. Là, je suis en train de faire le jeu radial de la bielle, enfin du coussinet de bielle, je vous montrerai juste après. J'ai fait le honnage des 4 cylindres. Pour faire le honnage, j'avais enlevé les pissettes d'huile ici, donc je viens de les remonter. Serrage 10 Nm pour les deux vis de chaque pissette d'huile. Pour les bielles ici, c'est d'abord 5 Nm, ensuite 20 et ensuite 70 degrés. Bien sûr, il faut les changer comme d'habitude. Et les coussinets, donc là je suis en train de revérifier le dernier. Bon, je voulais pas trop filmer cet après-midi, enfin aujourd'hui ce que j'ai fait. Déjà pour 3 raisons. Déjà parce que j'étais saoulé pour les segments. Ensuite, parce que je vous ai déjà montré plein de fois, et en plus parce qu'il y a le live de Tomorrowland, donc j'écoute ça en même temps et ça m'empêche de filmer. Là, je viens de faire le jeu radial des coussinets. Donc là, on se rapproche de 0,038, légèrement en dessous, entre 0,038 et 0,05, sachant que le jeu doit être entre 2 centièmes et 5 centièmes et demi, donc je suis pile poil dans le jeu à 9. Donc parfait de ce côté-là, comme je pensais, pas besoin de changer les coussinets, de toute façon, j'en ai pas commandé. Donc impeccable. Je remonte la dernière bielle là, je vais effacer ça, je remonte la dernière bielle et puis on passe à la suite. Pour le bas moteur c'est bon pour le moment, j'ai mis tous les pistons au même niveau, comme ça quand je remonterai la culasse, même s'il y a des soupapes qui sont descendues et qui sont pas celles qui devraient, ça ne tapera pas dans les pistons. J'ai fait un petit repère ici pour avoir le point moraux du cylindre numéro 1, mais normalement pour le caler il faut mettre le volant moteur, donc on verra après pour la distribution. Maintenant je vais passer à la culasse, forcément je ne vais pas la remonter juste comme ça, mais je ne vais pas la rectifier, parce que lorsque j'ai démonté il n'y avait pas de joint de culasse, je l'ai démonté proprement en escargot inversé, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Je vais quand même nettoyer tout ça, changer les joints de queue de soupape, éventuellement roder les soupapes, ça prend du temps, mais bon ça coûte pas grand chose. Je me suis acheté ce petit outil là que j'avais vu déjà depuis très longtemps, et je me suis laissé tenter. Alors c'est pas indispensable, mais c'est vraiment quand même pratique pour mettre les arbres à cam sur le dessus, les ressorts. Là j'ai mis les coussinets avec les leviers, là on peut mettre toutes les soupapes. Bon là c'est pour un 16 soupapes avec 2 arbres à cam, mais bon si on en a qu'un c'est pareil. Si on a 8 soupapes ça marche aussi. Et si on fait un V8, eh ben, il faut en commander un deuxième. Donc peut-être un jour on verra. Dans tous les cas il y a pas mal de pièces sur les côtés, éventuellement pour mettre les vis. J'imagine que là on devrait peut-être pouvoir mettre aussi les paliers d'arbres à cam, je sais pas. Mais bref, en tout cas, j'ai trouvé cet outil bien sympa et pas très cher, c'est du plastique et c'est monté sur des pieds, donc on peut même mettre des trucs en dessous si on veut. Je vais commencer à installer la culasse sur les supports là aussi, pareil, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Pour tenir la culasse un peu surélevée, pour pouvoir passer l'outil pour enlever les soupapes, c'est beaucoup plus pratique. Je retourne la culasse, je mets tout en place, il faudrait que j'enlève le collecteur, de toute façon je vais changer les deux joints, parce que c'est 2 paires de joints comme ça pour le collecteur d'échappement. Et puis après, je démonte tout pour pouvoir faire tout ce que je vous ai dit juste avant. J'ai commencé à enlever les soupapes, enfin j'en ai enlevé au moins une, c'est vraiment dans un état catastrophique. Là c'est sur le cylindre qui était un peu pourri sur le dessous pour ceux qui suivent.
Enfin, pour ceux qui suivent, j'espère que vous suivez. La crasse qu'il y a là, c'est pas très grave, hein. Je passe juste le doigt, ça s'enlève tout. Par contre, on peut voir la rouille là sur la soupape. Donc en fait, si le cylindre était pourri, c'est qu'à mon avis, il était tourné dans un sens où les soupapes d'admission étaient ouvertes et ça a dû rentrer par l'admission de l'humidité, de l'eau, je sais pas. C'est pour ça que ça a rouillé dans le cylindre. Malheureusement, même s'il était stocké dans un garage, en tout cas c'est ce qui m'a été dit, et ben ça avait fait un petit peu de, ça avait commencé à faire des dégâts. Heureusement, ça faisait pas trop longtemps, donc j'ai réussi à sauver le coup. Mais bon, faut quand même faire attention parce que vous voyez, ça peut vite dégénérer l'état d'un moteur qui est à l'arrêt. Je continue le démontage des soupapes avec mon outil. Pareil, je le mettrai dans le lien dans la description. C'est un outil très simple, mais j'en suis très content, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Donc là, ce qui est bien, c'est que toutes les soupapes, c'est toutes les mêmes. Je vais pouvoir en plus les placer dans mon outil ici. Super pratique. Bon, je nettoierai tout après, bien sûr. Et je vais faire aussi le rodage, comme je l'ai dit juste avant. Je démonte toutes les soupapes, pas très intéressant à vous montrer. Et ensuite, je fais un gros nettoyage parce que là, il y en a vraiment besoin. Surtout dans les conduits d'admission, ici et là. Où c'est qu'à mon avis, la vanne EGR commençait déjà un peu à refouler de la merde. J'ai démonté toutes les soupapes avec les ressorts, les clavettes, tout ça. Et les soupapes d'admission, elles sont bien plus encrassées que les soupapes d'échappement. Là, je sais pas si ça se voit bien. Sur certaines soupapes d'admission, ça partit avec le chiffon, mais sur celle-ci, par exemple, ça part pas. Bon, je vais bien sûr y brosser, hein, je vais pas y laisser comme ça. Et sur le même cylindre, sur l'autre, eh ben, c'est parti nickel avec le chiffon. À comparer de ça, les soupapes d'échappement, elles sont ultra propres. Enfin, ultra propres, elles sont un peu noircies, mais c'est juste, voilà, c'est juste de l'huile. Sinon, elles sont ultra propres de partout, autant dessous que tout le long, et elles sont toutes comme ça. Donc là, le problème, il vient bien de la vanne EGR. C'est un système de merde, système d'anti-pollution qui sert à rien, à part nous faire chier. Et ben du coup, ça sera supprimé. Voilà, je vous le dis d'avance. J'ai commandé un kit, je vais y supprimer parce que c'est un système de merde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça au nettoyage. Donc, je vous montre un petit peu avant comment c'était. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de roder les soupapes parce qu'honnêtement, elles sont super bien. Bon, peut-être que je mettrai un petit coup léger maintenant que j'y suis. Et je vais aussi changer les joints de queue de soupape. Et comme on peut voir, je sais pas si ça se verra bien, mais le trou il est beaucoup plus gros sur ceux qu'il y avait avant que sur celle que je mets. Et c'est pas une mauvaise référence, hein, c'est juste que là ils sont vraiment dilatés, que le caoutchouc il est un peu durci et que bah, du coup ça veut peut-être fuir un petit peu d'huile à travers ici. Bon, c'est pas certain, mais au moins j'y suis. Je change tout. Je mets du L-Ring, donc j'aime bien cette marque. Et bon, je vais pas les mettre tout de suite, je vais d'abord nettoyer, roder les soupapes et ensuite je pourrai tout remonter pour faire quelque chose de propre. Donc la culasse qu'on peut voir, elle est un petit peu sale. Bon, l'extérieur c'est pas ce qu'il y a de pire, mais l'intérieur il est vraiment noir. J'espère que j'arriverai à nettoyer les conduits d'admission parce qu'ils sont bien encrassés. Je vous montre ça dans quelques instants pour vous et puis moi je vais y passer un petit moment, je pense. Allez, les soupapes, je les ai toutes brossées, elles sont bien propres. Les échappements pareil, mais j'ai mis un coup juste sur le dessous, ça va rien d'en mettre ailleurs. La culasse, je l'ai nettoyée aussi, je vous montrerai bien sûr de l'autre côté après. Et là, je suis en train de roder les soupapes. Donc j'ai déjà fait une soupape d'admission. En général, c'est pas celle qui ramasse le plus, c'est plutôt celle d'échappement. Et celle d'échappement, comme on peut voir ici, je l'ai rodée. Elle est impeccable. J'ai mis juste un petit coup de grain fin. Je suis même pas allé plus loin, j'ai juste utilisé du grain fin là, donc j'utilise ça là, fin. Et on peut voir que le siège c'est pareil, il est vraiment nickel. Il n'y a même pas de petits points de... Enfin, les petits points qu'on voit c'est juste de la saleté. Mais il n'y a même pas de petits points de rouille ou quoi que ce soit, de marquage. Donc je suis assez content. Je vais mettre un petit coup de rodage sur toutes les soupapes léger. Au moins ça sera fait et au moins je serai tranquille. Si vraiment il y a un gros problème, eh ben, au moins ça me le révélera peut-être. Une fois que j'ai fait ça, je commence à remonter tout ça, la culasse, les soupapes. Je mettrai un petit coup de nettoyage sur les ressorts, même si c'est pas indispensable. À voir si je purge les poussoirs, mais ça on verra après. Allez, tous les sièges ils sont rodés. Maintenant je sais que ça a servi à rien, mais c'est pas grave. Maintenant que c'était démonté, autant le faire. Donc maintenant c'est fait, je remets la culasse sur les deux supports pour pouvoir remettre toutes les soupapes en place. Et je vais mettre peut-être un petit coup de nettoyage sur les ressorts ou pas. J'ai remonté toutes les soupapes avec les jaunes queues de soupape, ça tient tout seul pour le moment. Donc dans le kit avec les jaunes queues de soupape, il y a des pièces comme ça qui sont fournies. Donc je mets la soupape, j'insère ça dessus et je mets le joint par-dessus. Ça évite en théorie que le joint soit blessé par les rainures qu'il y a dans les soupapes. Bon, en réalité, je me suis jamais servi de ça avant et j'ai pas eu de problème. Mais bon, vu que ça y était, je m'en suis servi, c'est pas plus long à faire. Donc là maintenant c'est tout neuf, plus qu'à remonter les ressorts avec les clavettes. Et enfin les clavettes, les demi-lunes quoi, qui vont pour tenir les soupapes. Et puis passer à la suite, remonter les poussoirs et puis on pourra enfin remettre la culasse sur le moteur. Pour les ressorts de soupapes et les soupapes, tout est remonté, impeccable, pas de souci. Échappement, admission, tout est bon. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le joint de culasse neuf. Avant je vais vous expliquer comment je l'ai choisi. Et ensuite je mets la culasse avec les vis neuves serrées sur le moteur. Pour le joint de culasse, dans mon cas, c'est assez simple étant donné que j'ai pas rectifié ni le bloc ni la culasse parce que j'ai pas démonté pour un joint de culasse et je comptais pas la rectifier. Mais le joint de culasse se choisit en fonction de l'épaisseur de dépassement du piston. Alors vous trouverez plus d'informations si vous en voulez ou j'essaierai de vous montrer dans le livre si j'y vois. Mais par exemple, le joint de culasse d'origine qui était celui-là,
Ici, on peut voir qu'il avait 2 trous. En allemand, je crois que ça veut dire 2 Loch ou 2 Loch, je sais pas comment on dit. Moi, en allemand, je sais juste dire Scheiße. Et après, le joint de culasse que j'ai choisi, c'est pareil, 2 trous. Donc j'ai utilisé, enfin j'ai pris le même, enfin pas la même référence, mais la même épaisseur de joint que celui qu'il y avait d'origine. Donc je le mets en place et puis je mets la culasse par-dessus. Allez, je viens de trouver l'information sur l'RTA. Pour ceux que ça intéresse, vous mettrez pause. Donc là, c'est écrit par rapport au dépassement de piston, l'épaisseur de joint. Donc moi, c'est un 2 trous, 1,55. J'ai pas mesuré le dépassement du piston, mais j'ai remis le même joint de culasse que d'origine, sans n'avoir rien rectifié. Allez, je regarde une dernière fois sous la culasse pour voir si tout va bien avant de remonter. Waouh, c'est beau avec les soupapes toutes nettoyées. Bon, impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur le trépied et je mets la culasse sur le bloc avec le nouveau joint de culasse. Allez, c'est parti. J'aurais dû mieux me prendre. Tac. Pas trop de prise. Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà. Donc là, elle est mise. C'est bizarre un petit peu parce que là, ça dépasse sur le côté. Je sais pas si on verra. Là, ça dépasse sur le côté, mais le carter de distribution se met bien après. Remarque, j'aurais peut-être pu le mettre avant. Non, je peux pas le mettre avant parce qu'il faut mettre la distribution. C'est un montage un peu bizarre, mais dans tous les cas, j'ai une vis ici à l'intérieur de la culasse, donc il faudra faire gaffe de ne pas remettre l'arbre à cam tout de suite avant d'avoir vissé ce carter. Mais si je remets pas l'arbre à cam, je peux pas finir de mettre la distribution. Un peu bizarre le montage sur ça, mais bon, si ça existe, c'est que plein d'autres gens l'ont fait. Je vais mettre toutes les vis neuves là que j'ai achetées, vis de culasse, je vais les chercher. Jaune culasse, j'ai pris un L-ring. Pour les vis, je prends ça. J'aime bien ces deux marques. Et quand j'ai le choix du moins cher entre les deux, bah, je prends le moins cher, parce que j'ai pas vraiment de préférence exactement. Même si les deux, franchement, j'aime bien. Bon, allez, c'est parti, on va mettre tout ça en place. Ils sont déjà huilés, hein. Et voilà, il n'y en a plus. Bon, bien sûr, je ne serre pas, hein, c'est juste pour rapprocher. Allez, le serrage, c'est celui-là, l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, il faut serrer à 40 Nm. Alors, attendez, je regarde juste. Ok, j'étais en train de m'embrouiller. Donc, il faut serrer à 80 Nm, ensuite à 80. Ensuite, on desserre d'un demi-tour. Et ensuite, on resserre à 50 Nm et on fait 2 fois 90 degrés. Bon, je vais faire ça hors caméra parce que c'est un peu long. C'est un peu différent que d'habitude. Mais je vais faire ça dans mon coin et je vous retrouve dès que c'est serré. Bien sûr, j'ai vérifié sur la RTA que c'était les mêmes valeurs, mais dans tous les cas, je fais assez confiance au papier qui est donné avec le joint de culasse ou les vis. Et celle-là, c'était bon. Donc la culasse, elle est montée. Maintenant, on passe à la suite, les arbres à cam qui sont juste là. Bon, je me retrouve un peu couillé avec ma RTA de M47 246 parce qu'en fait, sur les E46, d'après ce que j'ai compris, c'est un M47 TU. Et moi là-bas c'est un M47 TU2 et apparemment il y a pas mal de différences. Là par exemple on peut voir que la chaîne de distribution elle passe sur les deux arbres à cam alors que moi c'est des pignons. Donc ça veut dire que les deux arbres à cam tournent dans le même sens sur les E46 mais par contre moi l'arbre à cam d'échappement tourne à l'envers. Je vous montrerai juste après. Donc déjà j'ai une première différence à ce niveau là. Ensuite, il y a aussi une différence de pompe à huile. Alors je sais plus où j'ai vu, mais la pompe à huile n'est pas mise pareil. Voilà, la pompe à huile c'est ce bloc là sur E46 alors que moi voilà, elle est là dans le carter, là, c'est quelque chose qui se met dessous. Donc il y a pas mal de petites différences comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi quoi comme différence? J'ai aussi la pompe à injection qui est calée précisément sur le E46, alors que sur les E87, elle n'est pas calée du tout parce que c'est un common rail. Bref, j'ai pas mal de différences et du coup, je peux plus trop me fier à la procédure de distribution. Bon, même si je me doute un petit peu savoir comment faire, j'aurais aimé quand même être sûr plutôt que de monter deux fois, enfin une fois, et de redémonter pour rien. Déjà, dans un premier temps, j'ai remonté les leviers ou le culbuteur avec les poussoirs. Les poussoirs, je les ai tous purgés. Bon, il y en avait certains qui étaient déjà mous, donc pas de souci. J'ai tout remonté comme ça. J'espère qu'ils ne seront pas morts. J'ai remonté les deux arbres à cam, donc avec les paliers que j'ai tout nettoyé dans le bon ordre, hein, bien sûr. De A5 à A1 dans ce sens-là et de E5 à E1 dans ce sens-là. J'ai tout serré à 10 Nm et avant de faire ça, bien sûr, j'ai calé les arbres à cam l'un avec l'autre. Là, comme on peut voir ici, il y a un point sur cette dent à droite et deux points sur ces deux dents à gauche. Et à 180 degrés, il y a un point ici et deux points de l'autre côté. Donc je pense qu'en fait, on peut les caler dans les deux sens. Ensuite, le calage, il se fait avec des plats qui sont ici, qui doivent être perpendiculaires par rapport à ce plan de joint. J'ai un outil, bon, je me rends compte qu'il n'était peut-être pas forcément nécessaire, mais c'est pas grave. Donc en fait, là où j'en suis, c'est que les arbres à cam, je ne sais pas vraiment dans quel sens il faut les mettre, mais bon, si je cale mon vilebrequin avec la pige et que je cale mes arbres à cam comme ça, avec les plats sur les côtés, et ben je serai bon. Parce que si je fais un tour moteur, un tour de vilebrequin, et ben je me retrouve avec les arbres à cam à 180 degrés et l'outil passera toujours. En tout cas, c'est ma logique.
Là, j'ai monté les arbres à cam, mais j'ai vu que le passage pour la vis qui va juste là, ça devrait le faire. En tout cas, sur ce modèle, ça le fait. J'ai juste enlevé la poulie ici qui se règle. Donc la poulie avec une espèce de pignon de chaîne qui se met ici, donc que je remettrai après. Je vais continuer un petit peu de regarder tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que je suis un petit peu surpris que ça soit vraiment, qu'il y ait vraiment autant de différence. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais quand même m'en sortir, mais je fais attention pour pas faire de conneries. Je commence à installer la distribution. Là, j'ai serré les 3 vis du tendeur à 10 Nm. J'ai mis un petit peu la chaîne du bas, mais bon, c'est vrai que sans la pompe à injection, c'est un petit peu chiant. Celle qui était sur ce moteur, d'après ce qu'il m'a dit le vendeur, elle avait de la limaille à l'intérieur, je vais pas prendre le risque. Je vais récupérer celle de mon autre moteur. Beaucoup de choses étaient mortes, mais bon, la pompe, j'espère qu'elle est bonne. Elle est juste ici, je vais la démonter, on peut voir qu'elle est dégueulasse, donc je vais la démonter, la nettoyer bien en profondeur, la remettre sur l'autre moteur, la serrer au couple, et apparemment elle n'est pas calée, enfin apparemment, j'en suis quasiment sûr, donc du coup je pourrais la mettre en place, et le pignon il pourra être enfin placé quelque part. Quand je parle du pignon, je parle bien sûr de cette pièce là qui est sur l'axe de la pompe, donc je pourrais au moins mettre l'écrou sans parler d'y serrer, parce que c'est un embout conique, enfin un arbre conique, et ensuite je pourrais éventuellement commencer à passer l'autre chaîne, même si je ne pourrais pas la mettre tant que j'aurais pas mis le carter, et visser la vis qui va à l'intérieur. C'est un petit peu un micmac ce moteur, mais bon, j'espère que ça va le faire. Et voilà, j'ai nettoyé la pompe HP, c'est bien la même, hein, mais sauf que là elle est propre, et encore vous n'avez pas vu la version, la côté en alu, qui est contre le carter là. Je l'ai tout revissé, donc là il y a 3 écrous, 20 Nm pour les 3 écrous. Et de l'autre côté, j'ai mis l'écrou central ici, alors je ne l'ai pas serré, hein, il est encore dévissé. Je vais le serrer un peu plus tard, de toute façon même avec le carter j'ai un bouchon ici. Et ça va, à mon avis ça va tourner quand je vais le serrer, donc autant attendre que tout soit bloqué. Pour le vilebrequin, pour piger, il me faut le volant moteur. Et en haut, j'ai commencé à mettre cette pièce, donc c'est le guide qui est enfoncé dans cette tige là, et après ici vous voyez il faut mettre une vis et ça tient. Donc ça c'est le guide côté droite on va dire, et pour le guide côté gauche, et ben en fait c'est celui-là, donc il va comme ça, c'est à dire que le trou qu'il y a là, il va ici, bon bien sûr à l'intérieur, hein, sauf qu'en fait je me rends compte que il passe pas, et si je le mets, et ben je peux plus serrer la vis qui est juste là, vous voyez, juste le trou qu'il y a là. Donc si je mets le guide, et ben je peux plus la serrer. Donc en fait, je suis obligé de renlever les arbres à cam pour pouvoir faire ça en fait. Pour pouvoir remettre ce guide un petit peu après. Ensuite, je remettrai les arbres à cam et ensuite je pourrai faire la distribution du haut. C'est une vraie galère, franchement, c'est bien plus chiant que ce que j'aurais pensé. J'avais fait sur le N47 sur la Countryman et c'était beaucoup plus simple. Bon, en même temps, heureusement, parce que sur la N47, elles font que casser. Là, je pourrais presque enlever le guide, enfin le tendeur du dessous. Je suis fatigué, désolé. Je pourrais presque enlever le tendeur du dessous là pour que ça se tende, mais j'ai peur de devoir redémonter, donc pour le moment, je préfère pas serrer. Et de toute façon, comme je vous ai dit, vous avez vu, il y a plein de choses à revoir. Redémonter les arbres à cam, tout ça. Là, c'est commence à se faire tard. Je préfère finir la vidéo comme ça. De toute façon, la distribution, je m'en sortirai quand même. C'est juste qu'il faut que je redémonte et que je prenne mon temps. J'ai pas envie de me précipiter. Donc, ça attendra pour la prochaine vidéo. Je pensais avancer beaucoup plus vite, mais comme vous avez vu, il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues. La segmentation, par exemple, je suis un peu dégoûté parce que j'ai passé une demi-après-midi à chercher une solution pour faire mieux que ça. Bon, finalement, j'ai fini par les monter. Je le regrette pas, ça fonctionnera quand même, mais bon, vous avez vu, ça aurait pu être mieux. Ensuite, la culasse, ça prend du temps, et puis la distribution, je pensais pas être aussi embêté. J'aurais voulu finir en ayant fait la distribution, mais même si je la faisais dans cette vidéo, il faudrait que je soulève le moteur, que je relève les arbres à cam, que je soulève le moteur, pardon, pour remettre le volant moteur, pour pouvoir piger le vilebrequin. Après, le moteur sera en l'air, il balancerait. Je pourrais pas le remettre sur le support moteur sans relever le volant moteur. Donc c'est un petit peu plus compliqué, il faut que je m'organise, et dans tous les cas, là c'est tard, la vidéo sort demain, donc je voudrais faire le montage parce que je ne l'ai pas encore fait, et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je pense qu'elle est relativement longue, et puis vous avez vu aussi la résolution de panne sur la Mini, donc je suis très content de ça. J'espère que ça aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a une nouvelle fonction en dessous de la vidéo qui s'appelle booster les vidéos. C'est au niveau des commentaires, on peut défiler et on peut booster jusqu'à 3 vidéos par semaine. Vous pouvez même mettre les 3 boosts sur ma vidéo si ça vous plaît. Et si vous avez 2 minutes, j'aimerais bien que vous mettiez au moins un boost sur ma vidéo pour voir si ça évolue, si ça fait changer les choses et si ça me met un petit peu plus en avant. En tout cas, merci à tous ceux qui joueront le jeu, tous ceux qui me laissent des commentaires, des likes. C'est grâce à vous que ça évolue petit à petit la chaîne et que je peux faire des projets de plus en plus intéressants. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!